Alors, les uretères, on a deux uretères. Chaque uretère, c'est un conduit musculo-membraneux contractile qui conduit l'urine du bassinet vers la vessie. Il est tendu entre la deuxième vertèbre lombaire et entre la face postérieure de la vessie, où il se termine. Alors, les uretères, comme on vient de voir, elles prennent naissance au niveau de la jonction pyélo-urétérale en regard de processus transverse de L2. C'est un organe qui est rétropéritonéal, c'est-à-dire derrière le péritoine, et il a un trajet sous forme de la lettre G, comprenant deux portions qui sont séparées par le détroit supérieur. Alors la première portion s'appelle la portion abdominale ou bien la portion verticale parce qu'il a une forme qui est verticale et elle est tendue entre, bien entendu, le début de l'urtère, c'est-à-dire à la hauteur de L2 jusqu'à le détroit supérieur. Et s'appelle également la portion lombo-iliaque parce qu'il est divisé en deux segments lombaire et un segment iliaque. Le premier segment lombaire, comme son nom l'indique, elle est située de part et d'autre des processus transverses, des vertèbres lombaires de L2 jusqu'à L5. Et le deuxième segment, il est court et c'est le segment iliaque. Et comme son nom l'indique, pourquoi ça s'appelle iliaque? Parce qu'il repose sur l'os iliaque et l'aileron du sacrum. C'est pour ça que ça s'appelle le segment iliaque. Par la suite, on a en dessous du détroit supérieur, on a la deuxième portion de l'urtère, c'est la portion arciforme, parce qu'il a une forme d'un arc. Il est concave en avant et en dedans. Il s'appelle également la portion pelvienne parce que cette région-là, c'est le pelvis. Alors cette portion-là, elle est formée par trois segments. Le premier segment, c'est le segment pariétal, qui est un segment descendant et il est appliqué contre la paroi pelvienne. C'est pour ça qu'il s'appelle le segment pariétal. Et il est tendu entre le détroit supérieur jusqu'à l'échancrure ischiotique, qui le sépare du deuxième segment, c'est le segment viscéral. Il s'appelle également le segment transversal. Il a une forme transversale et non pas verticale. Et il s'appelle ainsi parce qu'il est en rapport avec les viscères du pelvis, c'est-à-dire les organes du pelvis. Alors, ce segment-là, il s'éloigne de la paroi pelvienne pour atteindre la paroi postérieure de la vessie, donnant naissance au troisième segment, c'est le segment vésical. Vésical, ça vient de la vessie. Il s'appelle également le segment intramural parce que c'est dans la mûre de la vessie. Voilà. Il a un trajet qui est oblique, en bas et en dedans et en avant pour entrer dans la vessie par le méa urétéral. Et finalement, les uretères se terminent au niveau du trigone vésical où ils s'ouvrent par le méa urétéral. Alors, les uretères sont des conduits blanchâtres de consistance ferme avec une longueur de entre 25 et 30 cm et un diamètre qui est variant, mais en général c'est 5 mm parce qu'il présente des rétrécissements. On a trois rétrécissements physiologiques de l'urtère. Le premier, c'est au niveau de la jonction pyélo-urétérale, c'est-à-dire le début de l'urtère. Cette zone-là s'appelle également le collet de l'urtère. Deuxième rétrécissement, c'est un regard de croisement avec les vaisseaux iliaques. C'est dans son segment iliaque. C'est dans l'urtère ici, il croise les vaisseaux iliaques. Ça, c'est le deuxième rétrécissement. Le troisième, c'est dans sa portion intravésicale lorsqu'il entre dans la vessie. Alors, on a fini avec la configuration externe de l'urtère. Passons à la configuration interne. En fait, lorsqu'on va couper l'urtère, on va trouver qu'il est formé par trois tuniques ou bien couches, c'est la même chose. De l'extérieur à l'intérieur, la première c'est l'adventice. C'est quoi l'adventice? C'est tout simplement une tunique qui est conjonctive lâche et qui se continue en haut avec la capsule fibreuse du rein et en bas avec le fascia vésical. Il contient les vaisseaux et les nerfs de l'urtère. Voilà, c'est hyper important cette couche-là, l'adventice. Par la suite, après l'adventice, on trouve la tunique musculaire. Comme son nom l'indique, ce sont les muscles. Et on a trois couches musculaires dans l'urtère. Du dehors en dedans, on a la couche externe, elle est longitudinale.
et il se prolonge dans la vessie avec le muscle trigonal. Et par la suite, on a la couche moyenne qui est circulaire et en dedans, on a la couche interne qui est longitudinale. Après la tunique musculaire, on a la tunique la plus interne, c'est la tunique muqueuse. Avec ces deux couches, on a la muqueuse proprement dite et la sous-muqueuse ou bien le chorion. Alors ici, la muqueuse s'appelle l'urothélium et elle est très plissée avec un épithélium transitionnel dans l'aspect stellaire de la lumière urétérique. Et l'urtère, pour qu'il soit maintenu dans sa place dans le corps humain, doit avoir des moyens de fixité. On a deux types de moyens de fixité pour l'urtère. On a les deux extrémités elles-mêmes, c'est-à-dire le début de l'urtère, c'est la jonction pylo-urotérale. Et la fin de l'urtère, c'est le segment intravésical dans lequel l'urtère entre dans la vessie. Deuxième moyen de fixité, c'est le péritoine. Alors rappelez-vous, les urtères sont des organes rétropéritonéaux et ils adhèrent au péritoine pariétal postérieur par un tractus conjonctif. Alors l'urtère occupe plusieurs régions. On a la région lombaire, la région iliaque, puis la région pelvienne. Ce qui explique les rapports riches des urtères avec les organes en voisinage. Alors, pour étudier ces rapports, on va être systématique. On commence on va étudier segment par segment, en commençant par le premier, c'est le segment lombaire. Et rappelez-vous, le segment lombaire, c'est depuis le début de l'urtère jusqu'à la fin des vertèbres lombaires, c'est-à-dire de L2 jusqu'à L5. Alors, on va commencer par les rapports postérieurs, c'est-à-dire en arrière, l'urtère est en rapport avec, on a le muscle psoas, dans l'aponévrose le sépare de plexus lombaire. Et seul le nerf génitocrural, ou bien le nerf génitofémoral, c'est la même chose, est en rapport immédiatement avec l'urtère. C'est un rapport hyper important, le nerf génitocrural. On a aussi toujours dans la face postérieure des urtères, elle est en rapport avec les apophyses transverses de L2 jusqu'à L5. Par la suite, on a fini avec les rapports postérieurs, on passe au rapport antérieur, c'est-à-dire la face antérieure des urtères dans leur segment lombaire. Ici, les rapports diffèrent à droite et à gauche. On commence par l'urtère droit. L'urtère droit, dans sa face antérieure, est en rapport en haut avec la deuxième portion du duodénum par l'intermédiaire de fascia de Treitz et en bas avec le mésocolon ascendant et son fascia de Tolt droit. Et toujours, on est dans l'urtère droite, dans sa face antérieure, il est croisé par les vaisseaux gonadiques. On a voilà l'artère gonadique et la veine gonadique. Ça peut être ovarique s'il s'agit d'une femme ou bien testiculaire s'il s'agit d'un homme. Et aussi, il est croisé par les vaisseaux coliques droits. On a l'artère colique droit et la veine colique droite. Et ça, ce croisement-là, c'est à la hauteur de L3. On a fini avec l'urtère droite dans sa face antérieure, on passe à l'urtère gauche dans sa face antérieure. Alors, l'urtère gauche est en rapport avec le mésocolon descendant et le fascia de Tolt gauche, et aussi le côlon sigmoïde et son mésocolon. Il est croisé également comme l'urtère droit par les vaisseaux gonadiques. On a l'artère gonadique et la veine gonadique gauche. Et aussi par les vaisseaux coliques gauche, c'est-à-dire l'artère colique gauche et la veine colique gauche. Et ça, c'est au niveau de L4. Et concernant les rapports latéraux des urtères dans leur segment lombaire, on a les deux urtères gauche et droite en rapport avec la partie sous-hilaire du rein gauche et du rein droit, et avec le côlon ascendant à droite et le côlon descendant à gauche. Médialement, ou bien en dedans, les rapports diffèrent de droite et à gauche. À droite, on a l'urtère droite dans sa partie médiale, est en rapport avec la veine cave inférieure qui est située dans la partie droite du corps. Et avec les lymphonodes latéraux caves, comme leur nom indique, ils sont situés
latéralement par rapport à la veine cave inférieure. Pour l'urtère gauche, dans sa partie médiale, il est en rapport avec l'aorte. L'aorte, il est situé dans la partie gauche du corps et avec les lymphonodes latéraux-aortiques. Et une particularité pour l'urtère gauche, dans sa partie médiale, elle est en rapport avec ce qu'on appelle l'arc vasculaire de Treitz. Il est situé dans le mésocolon descendant et il est formé par le croisement de la veine mésentérique inférieure et l'artère colique supérieure gauche. On va voir ça dans ce schéma-là. Alors, récapitulons les rapports du segment lombaire de l'urtère. Voilà l'urtère envers, voilà l'urtère droit. Normalement, le segment lombaire, c'est entre L2 et L5. Voilà, on peut voir l'apophyse transverse de L5. Alors, commençons par les rapports postérieurs qui sont communs entre l'urtère droit et l'urtère gauche. Alors, on a le muscle psoas. Voilà, le muscle psoas, il est derrière les deux urtères. Et on a un rapport hyper important, c'est le nerf génito-crural ou bien génito-fémoral, avec derrière les deux urtères. Et finalement, on a les apophyses transverses des vertèbres lombaires de L2 à L5, qui sont derrière les deux urtères. Passons au rapport antérieur qui diffère à droite et à gauche. Commençons par l'urtère droit, qui est en rapport en haut, comme vous pouvez voir, avec le duodénum qui le cache parce qu'il est situé en avant par rapport à l'urtère. Et on a en bas, l'urtère droit est en rapport avec le côlon ascendant et le fascia de Tolt droit. Et il ne faut pas oublier que l'urtère droit, il est croisé en avant par les vaisseaux gonadiques. Normalement, on a ici l'artère gonadique droit et la veine gonadique gauche. Et il est croisé également par les vaisseaux coliques droits. Voilà, ici, on a l'artère colique droite et normalement, on a aussi la veine gonadique droite. Et pour l'urtère gauche, dans sa partie antérieure, elle est en rapport avec le côlon descendant et le côlon sigmoïde et est en rapport avec le fascia de Tolt gauche. Et on a aussi le croisement avec les mêmes vaisseaux que l'urtère droit. On a le croisement avec les vaisseaux gonadiques droits et le croisement avec les vaisseaux coliques droits. Passons aux rapports latéraux. On a les deux urtères latéralement, ils ont un rapport avec la partie sous-hilaire des deux reins, rein gauche et rein droit, et avec le côlon ascendant à droite et le côlon descendant à gauche. Et finalement, les rapports médiaux, on a en dedans, on a l'urtère droit est en rapport avec la veine cave inférieure et les lymphonodes latéraux caves. Et l'urtère gauche est en rapport avec l'aorte, c'est logique parce que l'aorte c'est situé à gauche, et avec les lymphonodes latéraux aortiques. Une particularité concernant les rapports médiaux de l'urtère droit, de l'urtère gauche on est dans le segment lombaire, c'est qu'il est en rapport avec ce qu'on appelle l'arc vasculaire de Treitz. Il est formé par voilà, le croisement de la veine mésentérique inférieure et l'artère colique gauche. Alors, on a fini avec le premier segment de la portion abdominale de l'urtère. Passons au deuxième segment, c'est le segment iliaque. Alors, il est situé après, ou bien sous la cinquième vertèbre lombaire, c'est la dernière vertèbre lombaire, parce qu'on a fini avec le segment lombaire, et entre le détroit supérieur, le détroit supérieur, il est formé par le bord supérieur du sacrum. Alors voilà, c'est un petit segment, mais on va l'étudier ces rapports. Commençons par les rapports postérieurs qui sont, alors l'urtère en arrière, elle est en rapport avec l'articulation sacro-iliaque entre l'os iliaque et le sacrum. Et avec à droite, on a l'urtère droit. Elle est en avant, c'est-à-dire derrière lui, on a ici l'artère iliaque externe qui vient de l'artère iliaque commune.
Et on a aussi la veine iliaque externe. Ça, c'est à droite. À gauche, on a les mêmes rapports avec les mêmes vaisseaux, mais cette fois-ci, l'urtère gauche est en avant de l'artère iliaque commune, c'est-à-dire avant sa bifurcation en artère iliaque externe et artère iliaque interne. Et c'est la même chose avec la veine. C'est en rapport avec la veine iliaque commune avant les veines iliaques internes et externes. Alors, ces différences, ou bien ces petites différences entre la partie droite et la partie gauche, en rapport avec les vaisseaux iliaques, s'appelle la loi de Lushka. Alors, passons au rapport antérieur, c'est-à-dire en avant. L'urtère, en avant de l'urtère, on trouve quoi? On a à droite l'urtère droit, iliaque, par l'ossecum et l'appendice et les vaisseaux ilio-coliques, ou bien qui s'appellent aussi les vaisseaux ilio-colo-séco-appendiculaires, en rapport avec les liambes, le côlon, l'ossecum et l'appendice. Alors, la voilà ici, elle est en avant par rapport à l'urtère. Et puis, dans sa partie gauche, c'est logique, on va trouver le sigmoïde. C'est-à-dire que l'urtère gauche est en rapport avec le côlon sigmoïde et les vaisseaux sigmoïdiens. Voilà, les vaisseaux sigmoïdiens qui vont vasculariser, bien entendu, le côlon sigmoïde. Pour les rapports latéraux, ils sont communs entre l'urtère gauche et l'urtère droit. On a dans la partie latérale, ou bien en dehors des urtères, au niveau du segment iliaque, on a le muscle iliopsoas et le nerf génitocrural, ou bien génitofémoral. Et on a un rapport hyper important, ce sont les vaisseaux gonadiques. Droite dans sa partie droite et gauche dans l'urtère, au niveau de l'urtère gauche. Alors rappelez-vous, on a déjà vu les vaisseaux gonadiques dans le segment lombaire. Ils croisent la face antérieure de l'urtère, droit et gauche, alors que le trajet, il va continuer, ces vaisseaux-là, ils vont continuer leur trajet pour qu'ils soient latéralement par rapport au deuxième segment de l'urtère, c'est l'urtère iliaque, c'est-à-dire ils deviennent latéral par rapport à l'urtère iliaque. Alors, passons au dernier rapport, ce sont les rapports médiaux. En dedans, on a les deux urtères, on trouve dans la partie médiale des deux urtères, on a le promontoire. Le promontoire, c'est cette partie-là de l'os sacrum. Et puis, on a l'artère et la veine sacrée moyenne, qui on peut dire dans la ligne médiane du corps humain. Voilà, au niveau du sacrum, on va trouver les vaisseaux sacrés moyennes. Alors, récapitulons les rapports anatomiques du segment iliaque de l'urtère. Alors, commençons par les rapports postérieurs. Sur ce schéma, on peut voir que la partie, ou bien le segment iliaque de l'urtère, soit à droite ou bien à gauche, est en rapport avec l'articulation sacro-iliaque. Et au niveau droit, on a l'urtère, il croise les artères et les veines iliaques externes droit. Et par la suite, dans sa partie gauche, c'est-à-dire l'urtère gauche, il va par contre croiser l'artère et la veine iliaque commune. Avant leur bifurcation en artère iliaque externe et interne et en veine iliaque externe et interne. Alors par la suite, on va passer au rapport antérieur. En avant, on a les organes qui se trouvent en avant de l'urtère. On a au niveau de l'urtère droit, on a le sécom et l'appendice et les vaisseaux ilio-coliques. Et dans sa partie, ou bien à gauche, on a quoi? On a le sigmoïde et les vaisseaux sigmoïdiens. Par la suite, les rapports latéraux, en dehors, les deux urtères sont en rapport avec le muscle iliopsoas et le nerf génitocrural et en rapport avec les vaisseaux gonadiques, droite pour l'urtère droit et gauche pour l'urtère gauche. Et par la suite, en dedans, on a quoi en dedans? C'est-à-dire médialement, l'urtère est en rapport avec le promontoire, c'est le bord supérieur du sacrum, et l'artère et la veine sacrée moyenne.
Alors, on a fini avec la portion abdominale ou bien verticale du l'urtère, avec ces deux segments, le segment lombaire et le segment iliaque. Dans la prochaine vidéo, on va voir la deuxième portion, c'est la portion arciforme ou bien pelvienne. Pour finir par la suite avec la vascularisation et l'énervation du l'urtère.